Les valvulopathies. Dans cette vidéo, vous aurez l'essentiel à retenir de toutes les valvulopathies du cœur gauche, car c'est elles qui sont fréquentes et qui nous intéressent, c'est-à-dire insuffisance et rétrécissement. On va parler d'insuffisance aortique, d'insuffisance mitrale. Et on va parler de rétrécissement aortique et de rétrécissement mitral, à savoir que le rétrécissement a un synonyme qu'on appelle sténose. Sténose est égal rétrécissement. Et à la fin de la vidéo, on va faire des QCM qui sont hyper intéressants. On commence par l'objectif. L'objectif du cours, l'essentiel de ces cours. Pour l'insuffisance aortique, on va voir d'abord les étiologies. Puis, on va voir quelles sont les plus fréquentes. On va voir les caractéristiques du souffle, les signes, les chiffres à l'écoute, la physiopathologie et les algorithmes qui sont hyper importants. En fait, il faut savoir que c'est la même chose, soit pour l'insuffisance aortique, mitrale ou rétrécissement aortique ou mitral. On va commencer, puis à la fin du cours, on va revenir et on va voir si on a atteint nos objectifs ou pas. Donc, on va commencer par l'insuffisance aortique. Quelle est la définition de l'insuffisance aortique? On définit insuffisance aortique par un défaut d'étanchéité de la valve aortique avec reflux du sang de l'aorte vers le ventricule gauche pendant la diastole. Je vais vous expliquer. Vous avez ce schéma. Ce schéma, il est très important pour les valvulopathies. Il faut toujours le refaire avant de faire une valvulopathie, avant de savoir quels sont les signes physiopathologiques, quelles sont les étiologies. Quel est le mécanisme de l'étiologie? Toujours, il faut avoir en tête ce schéma. Donc, vous voyez ici l'oreillette gauche et on voit aussi le ventricule gauche. Entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche, on a la valve mitrale. Et puis, vous avez donc le ventricule gauche et la valve aortique qui sort du ventricule gauche. Là, au niveau de la valve aortique ici, donc, quand vous voyez, au niveau de la valve aortique, s'il y a une insuffisance aortique, c'est quand qu'on va parler d'une insuffisance aortique, c'est quand que la valve aortique va être insuffisante, c'est quand elle doit être fermée. Quand elle doit être fermée et qu'elle n'est pas fermée, on va dire qu'elle est insuffisante. Car le rôle de la valve aortique, c'est de se fermer lors de la diastole, c'est-à-dire lors du remplissage du ventricule gauche. À savoir que la diastole, c'est le remplissage du ventricule, des ventricules, et la systole, c'est l'éjection du sang des ventricules vers la circulation, la petite circulation pour le ventricule droit qui est pulmonaire et la grande circulation à travers l'aorte. Donc, quand on parle d'insuffisance, c'est-à-dire d'incontinence, de défaut d'étanchéité, la valve aortique n'est pas assez étanche, le sang va refluer. De quelle cavité vers quelle cavité? De l'aorte vers le ventricule gauche pendant la diastole où la valve aortique est censée être fermée. Donc, ça va se remplir de la valve de l'oreille gauche vers le ventricule gauche. Quand, à travers la valve mitrale, quand il va se remplir, l'aorte ne va pas être suffisamment fermée. Donc, on aura un reflux de sang de l'aorte vers le ventricule gauche durant la diastole. La définition d'une insuffisance aortique est très très importante à savoir. Après ça, on va voir ce qu'on appelle les étiologies. Pour les étiologies, il faut savoir qu'on a des insuffisances aortiques dystrophiques ou bien dégénératives, c'est-à-dire dans ce cas, c'est la valve aortique qui est dystrophiée. Dystrophique, c'est-à-dire c'est la forme, c'est la morphologie. On a une dystrophie, c'est-à-dire une morphologie qui est anormale, qui est donc dégénérée. On va parler de dystrophie valvulaire. Soit c'est la valve qui est dystrophiée ou bien c'est l'aorte ascendante qui est dystrophiée. C'est pas important, c'est des détails. Il faut juste savoir qu'on a comme étiologie l'insuffisance aortique dystrophique ou la dégénérative qui est la plus fréquente dans les pays occidentaux. C'est très important. On va le voir dans les QCM. Donc la dystrophique, la dégénérative, elle est fréquente dans les pays occidentaux. Et l'insuffisance aortique rhumatismale,
Elle est fréquente dans les pays en voie de développement. Chez nous, c'est l'insuffisance aortique rhumatismale qui est la plus fréquente. Donc, le RAA qui lèche les articulations et mord le cœur. Donc, l'insuffisance aortique rhumatismale, elle se voit plus dans les pays en voie de développement et la dégénérative dystrophique se voit plus dans les pays occidentaux. Et ce sont des étiologies fréquentes de l'insuffisance aortique. Parmi les étiologies aussi de l'insuffisance aortique, on va voir l'endocardite infectieuse qui donne plutôt une insuffisance aortique aiguë. On a les aortites inflammatoires, c'est-à-dire les infiltrations inflammatoires au niveau de l'aorte. Et on a aussi la dissection aortique qui est aussi une insuffisance aortique aiguë. On a l'insuffisance aortique qui est associée aux cardiopathies congénitales. On va surtout parler de la bicuspidie, c'est-à-dire l'aorte, normalement, elle devrait avoir 3 cuspides et puis 3 valvules. Et puis si un enfant naît, donc voilà, un bébé né avec une valve aortique avec que 2 cuspides, on va parler de bicuspidie. C'est une malformation congénitale qui est fréquente. Là aussi, on va parler de fréquence. On a parlé de la dystrophique dégénérative, de la rhumatismale qui est fréquente. On va parler aussi de la bicuspidie qui touche 1% de la population. 1%, c'est très fréquent. Et puis, on a l'insuffisance aussi aortique associée à une communication interventriculaire. Donc, on va parler là du syndrome de l'aubripésie. C'est pas très important, mais bon, il faut savoir que le syndrome de l'aubripésie est égal insuffisance aortique plus la CIV, plus la communication interventriculaire. On a aussi des causes rares d'insuffisance aortique, comme les insuffisances aortiques traumatiques, radiques, c'est-à-dire après une radiothérapie, et médicamenteuses. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Et puis, après ça, on va parler de la physiopathologie, juste un peu de la physiopathologie. Au fait, si l'aorte n'est pas bien fermée durant la diastole, il y aura quoi? Il y aura une surcharge volumétrique, le volume du ventricule gauche, il va être vraiment chargé. Il va être très chargé par rapport à d'habitude. Parce que d'habitude, donc à l'état normal, le ventricule gauche reçoit juste le sang donc dans un seul sens de l'oreillette gauche vers le ventricule gauche. Mais là, si l'aorte n'est pas bien fermée, il y aura un reflux de sang du sang vers le ventricule gauche. Donc, on aura des mécanismes de compensation qui vont nous faire après un cercle vicieux. Donc, il y aura une dilatation du ventricule gauche, une augmentation du volume. Je vais vous dire une astuce. Quand c'est les insuffisances, on aura une augmentation de volume. Et quand c'est le rétrécissement, quelque chose de rétréci, c'est la pression qui va augmenter. Donc, une augmentation des pressions. Ok, donc là, on aura la dilatation du ventricule gauche car il y a un volume qui est augmenté. Pourquoi? Il va se dilater pour empêcher l'élévation de la pression télédiastolique du ventricule gauche. Là aussi, je vous rappelle que quand on parle de télédiastolique, c'est-à-dire à la fin de la diastole, le volume qui se retrouve dans le ventricule gauche à la fin de la diastole, on va parler donc d'un volume télédiastolique. Et là, donc, la pression de ce volume télédiastolique à la fin de la diastole dans le ventricule gauche, donc il va s'élever si on n'a pas cette dilatation du ventricule gauche qui est un mécanisme compensatoire. Et puis, on aura aussi cette dilatation. Pourquoi? Pour maintenir un débit cardiaque normal. Voilà, donc on aura une dilatation pour contenir l'élévation du volume télédiastolique. Car, donc, si on va parler d'un volume télédiastolique à la fin de la diastole qui est augmenté, ceci veut dire que le volume aussi d'éjection systolique, c'est-à-dire le volume qui est éjecté donc durant chaque minute par le ventricule, donc il va aussi être augmenté. Après la dilatation, on aura quoi? On aura l'hypertrophie du ventricule gauche. Et aussi, il faut savoir que les symptômes durant l'insuffisance aortique, ils sont longtemps asymptomatiques. On parle de mécanismes compensatoires, je vous rappelle, dans l'insuffisance aortique chronique, dans l'aigu, il n'y aura pas le temps, le cœur n'aura pas le temps de déclencher ces mécanismes de compensation. Donc, on aura juste la tachycardie
Et puis, donc, il y aura une élévation des pressions télédiastoliques du ventricule gauche et une diminution du débit cardiaque, vu qu'il n'y a pas eu ces mécanismes compensateurs qui évitent ça, qui évitent cette élévation de la pression télédiastolique du ventricule gauche et qui évitent la diminution du débit cardiaque. Donc là, il y aura une tachycardie, il y aura une élévation des pressions télédiastoliques. Voilà. Et puis, pour la clinique, ce qu'il faut savoir, qu'on aura des signes de dyspnée d'effort. Donc, pour la chronique, il y aura des dyspnées d'effort, un angor, rarement, donc de repos, mais rarement d'effort, et des lipotymies, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est l'examen physique. C'est l'examen physique où vous devez vraiment apprendre, donc, le souffle de l'insuffisance aortique. Donc, je vous rappelle, le souffle de l'insuffisance aortique, donc, c'est un souffle. Le souffle, il est caractérisé. Donc, le siège, il est classiquement au foyer aortique, c'est-à-dire au deuxième espace intercostal droit, plus souvent le long du bord gauche du sternum. Il irradie donc, les irradiations, elles sont descendantes. Il va descendre vers la pointe et la xiphoïde. Le temps, il est holodiastolique, c'est-à-dire durant toute la diastole, vu que on a dit le problème il est diastolique dans l'insuffisance aortique. Voilà, le timbre il est doux aspiratif et l'intensité il est souvent faible et il augmente en position assise penchée en avant et en expiration forcée. Voilà, ça vous devez l'apprendre. Et puis on aura aussi un truc qui est important à savoir, c'est les signes d'insuffisance aortique importante. C'est quand qu'on va dire que l'insuffisance aortique est importante. Aussi, ces signes sont à apprendre. On a le souffle systolique éjectionnel, c'est-à-dire c'est quand qu'on va avoir ce souffle systolique éjectionnel, quand il y aura une augmentation du volume d'éjection systolique. Ce souffle systolique éjectionnel peut être remplacé par un bruit mésosystolique sec et bref, ce qu'on appelle le pistol shot. Donc, tout ça, on peut le résumer dans une seule phrase, c'est le claquement mésosystolique sec, donc un claquement mésosystolique. Ça, c'est un signe d'insuffisance aortique importante. On a le roulement protodiastolique de Foster. On aura le bruit de galop B3 et ou B4. On aura aussi le roulement présystolique de Flint. Là, je vous renvoie à des petites vidéos sur YouTube. Vous cliquez juste ces mots, le roulement systolique de Flint, etc. Et vous allez voir juste ces signes dans des petites vidéos de quelques secondes. Et puis, on aura des signes aussi périphériques traduisant une insuffisance aortique massive. On est toujours dans les signes d'insuffisance aortique importante. On a l'élargissement de la pression artérielle différentielle, ou bien quand on dit élargissement, c'est un synonyme du pincement. Donc, pincement ou bien élargissement de la pression artérielle différentielle. Et je vous rappelle que la pression artérielle différentielle est égale à la PAS moins la PAD, c'est-à-dire la pression artérielle systolique moins la pression artérielle diastolique. Donc, pour qu'il y ait un élargissement de la pression artérielle différentielle, on va parler d'une augmentation de la pression artérielle systolique et d'une diminution de la pression artérielle diastolique. On aura aussi des signes d'hyperpulsatilité artérielle comme les poules amples bondissantes de Corrigan, le signe de Misfit au niveau de la tête, la danse des carotides, le pouls capillaire de Quincke, l'ictus pupillaire de Landolfi, le double ton de Traube et double souffle de Durosier au niveau de l'artère fémorale. Tout ça, vous devez juste cliquer sur YouTube, voir une petite vidéo de 30 secondes, ça va vous faciliter la tâche. Et puis, on a des signes d'insuffisance cardiaque à un stade tardif. Voilà, l'insuffisance cardiaque, c'est le comble de toutes les valvulopathies. Voilà, c'est ce que vous devez savoir pour la clinique. Comme je vous ai dit, le souffle, il est très important. Vous devez l'apprendre. Et on a les signes d'une IAO sévère, importante, massive. Pour le diagnostic positif et pour toutes les valvulopathies, je ne vais pas le répéter, c'est par l'échocardiographie Doppler, c'est l'examen clé qui donne le diagnostic positif, le mécanisme, les étiologies et tout. On peut faire beaucoup de trucs avec l'échocardiographie Doppler, l'échocardio. Ce qu'il faut savoir aussi au Doppler, on a dit que c'est le diagnostic positif. Et puis, on aura des chiffres à apprendre aussi. Parmi les chiffres à apprendre,
c'est d'abord une insuffisance aortique est dite sévère. Elle est dite sévère si la surface de l'orifice de régurgitation, le SOR, surface de l'orifice de régurgitation, est supérieure ou égale à 30 mm carrés, et aussi si le volume de régurgitation est supérieur à 60 millilitres. Il faut savoir, dans l'insuffisance aortique, ce n'est pas la même chose que dans le rétrécissement aortique, on va le voir, les pressions artérielles pulmonaires dans ce cas, elles sont longtemps normales. Ok? On va voir maintenant le diagramme qui est très important pour savoir comment traiter une insuffisance aortique. Donc, on va d'abord voir si l'aorte ascendante est très dilatée. On va prendre des valeurs qui vont être différentes selon le contexte du malade. On vous dit ici supérieur égal à 55 mm pour les patients normaux, c'est-à-dire comme nous. Ils ont une valve aortique tricuspide sans maladie de Marfan ni mutation du gène TGF-bêta-R1 et TGF-bêta-R2. On va prendre aussi la valeur supérieure ou égale à 55 mm s'il y a une bicuspidie normale. Mais cette valeur va diminuer de 5 mm, c'est-à-dire on va être plus sévère, donc supérieur ou égal à 50 mm si la bicuspidie est en haut risque de dissection. S'il y a une bicuspidie mais qui est à haut risque. Et on va prendre la valeur de 50 mm supérieure ou égale à 50 mm s'il a une maladie de Marfan. Donc la maladie de Marfan, c'est parmi les pathologies de l'aorte. C'est une pathologie de l'aorte qui est congénitale. Donc, si on a une maladie de Marfan, on aura 50 mm, mais 6 maladies de Marfan plus à haut risque de dissection. On va voir après quels sont les hauts risques de dissection juste en bas. On va prendre la valeur de 45 mm, supérieure ou égale à 45 mm. Vous voyez ici, c'est écrit le haut risque de dissection si antécédent familial de dissection aortique. Il y a quelqu'un dans la famille qui a fait une dissection aortique. Et s'il a des antécédents personnels ou s'il a des antécédents personnels de dissection vasculaire spontanée et ou s'il y a un désir de grossesse directement, les valeurs vont diminuer, ou bien s'il y a HTA, et ou bien si le diamètre aortique est supérieur, donc il augmente de 3 mm par an. Donc voilà, il y a une augmentation assez rapide, ou bien si on a une IA, une insuffisance aortique sévère, associée et ou donc une insuffisance mitrale sévère associée. S'il y a une insuffisance aortique ou bien une insuffisance mitrale qui est sévère, qui associe le Marfan, donc là, on va diminuer les diamètres. Ok? Et puis, on a si elle est supérieure ou égale à 45 mm, s'il y a la mutation du gène, des deux gènes, y compris le syndrome de Dietz, celui que je vous ai expliqué. Je vous explique. Vous avez la valve aortique, puis l'aorte ascendante. Ce qui se passe au niveau de la valve aortique va se retentir sur l'aorte ascendante. Si la valve aortique est donc insuffisante, elle est insuffisante, il y aura un retentissement sur l'aorte ascendante qui va se dilater. Et puis on a des diamètres. Plus elle se dilate, plus on a une insuffisance aortique qui est plus sévère, on va dire. Donc là, on a pour une personne normale, on va attendre jusqu'à ce que l'aorte ascendante se dilate à 55 mm ou plus. Mais chez quelqu'un qui a une mutation du gène, Marfan, bicuspidie, à haut risque, etc., là, les valeurs vont diminuer. C'est-à-dire, on ne va pas attendre jusqu'à avoir un 55 mm. On va directement agir à 50 mm, à 45 mm, car le pronostic et la prise en charge diffèrent. Ok? Donc, si vous avez ces conditions citées en haut, si c'est un oui, on va directement faire une chirurgie dans tous ces cas-là. C'est-à-dire, là, c'est des numéros, faire la chirurgie ou pas. Sinon, si on n'a pas une de ces conditions-là, on va voir est-ce qu'on a une insuffisance aortique sévère. C'est-à-dire, ça veut dire quoi sévère? C'est-à-dire un volume de régurgitation supérieur à 60 mm, une surface de l'orifice de régurgitation supérieure ou égale à 30 mm carrés. C'est ça, c'est les deux conditions. Si oui, c'est une insuffisance aortique sévère,
On va voir si elle est symptomatique. Si elle est symptomatique, on va directement faire la chirurgie. Si elle n'est pas symptomatique, elle est asymptomatique, on va voir la fonction, donc la fraction d'éjection du ventricule gauche. La fraction d'éjection, combien éjecte le ventricule gauche. Si elle est inférieure ou égale à 50%, on a déjà ça. Ou bien, et ou, si vous avez une seule de ces conditions-là, le diamètre télésystolique du ventricule gauche supérieur à 50 mm, ou bien 25 mm par mètre carré de surface corporelle, et ou, si vous avez le diamètre télédiastolique du ventricule gauche supérieur à 70 mm, là, chacun comment il va vous dire, mais là, il y a ceux qui ne prennent pas en considération donc, comme je vous ai dit, le diamètre télédiastolique. On prend plus le diamètre télésystolique et la FEVG. Si elle est inférieure, égale à 50%, et télésystolique si c'est supérieur à 50 mm. Si c'est oui, directement chirurgie. Si c'est non, même s'il est asymptomatique, mais il a donc l'une de ces valeurs-là, FEVG, diamètre télésystolique du ventricule gauche ou diamètre télédiastolique du ventricule gauche, là on va, si c'est un non, si c'est un oui, même si il est asymptomatique, on va faire de la chirurgie. Si c'est un non, on va donner un traitement donc médical. Ok, un traitement médical. Des vasodilatateurs artériels, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou les antagonistes des récepteurs à l'angiotensine 2. Si on a une insuffisance aortique modérée ou sévère, si le patient est hypertendu ou avec dysfonction du VG, donc on va les donner. Et si on a des bêta, on va donner aussi des bêta-bloquants. Voilà, si on a le marfan avec une surveillance régulière clinique et l'échographie tous les 6 mois. Et là, si vous avez une IA qui n'est pas sévère, directement on va donner le traitement médical. Ok, c'est simple. Voilà la prise en charge d'une insuffisance aortique. Vous allez voir si vous avez les valeurs là qui vont vous orienter directement à la chirurgie. Si c'est un non, on va voir ce qu'on a une IA sévère ou pas. Si elle n'est pas sévère, traitement médical. Si elle est sévère, on va voir les symptômes. Est-ce qu'il est symptomatique ou non? Si symptomatique, directement chirurgie. S'il est asymptomatique, on va voir notre FEVG et diamètre télésystolique du ventricule gauche, diastolique du ventricule gauche. Si ça comble, l'une d'elles comble les valeurs, directement chirurgie. Sinon, traitement médical. C'est facile. Donc, pour l'insuffisance aortique, vous devez retenir quelques chiffres, comme la FEVG inférieure ou égale à 50%, le diamètre télésystolique du ventricule gauche supérieur à 50 mm, le diamètre télédiastolique du ventricule gauche supérieur à 70 mm, le volume de régurgitation supérieur à 60 mm, c'est une IA sévère, le surface de l'orifice régurgité, le SOR supérieur ou égal à 30 mm au carré, c'est une IA sévère. Et c'est tout ce que vous devez retenir. Vous avez un chiffre, deux chiffres, trois chiffres, quatre chiffres, cinq chiffres. Cinq chiffres à retenir dans l'insuffisance aortique. Voilà, donc comme je vous ai dit, retenez-moi les 5 chiffres de l'insuffisance aortique, c'est tout ce que vous devez savoir. Là, je reviens juste à mes objectifs de l'insuffisance aortique. On a vu les étiologies les plus fréquentes. La plus fréquente rhumatismale, le RA pour les pays en voie de développement et dégénératif dystrophique pour les pays occidentaux. Les caractéristiques du souffle, les signes d'IAO importantes, les chiffres à l'écho, le volume régurgité, la surface de l'orifice régurgitant, le SOR à apprendre, comme je vous ai dit. VR supérieur à 60 mm, SOR donc, comme je vous ai dit, supérieur ou égal à 30 mm au carré. Et puis, on a la physiopathie et les conséquences sur le cœur, la dilatation, puis l'hypertrophie à long terme. Et on a l'algorithme à la fin du cours complet, donc les indications à la chirurgie et à apprendre. Comme je vous ai dit, il faut suivre les recommandations de votre prof. Donc, par exemple, pour nous, elle nous a dit que le diamètre télédiastolique du ventricule gauche n'est plus recommandé. On utilise le diamètre télésystolique du ventricule gauche. Là, on va voir le rétrécissement aortique. Pour le rétrécissement aortique, comme je vous ai dit toujours, il faut avoir ce schéma en tête. C'est quoi le rétrécissement aortique? Le rétrécissement aortique, donc il est appelé également la sténose aortique, c'est une maladie cardiaque qui consiste en quoi? Qui consiste à une valve aortique qui est rétrécie. Elle est rétrécie, donc c'est quand que le problème va se poser, c'est durant la systole. Donc pourquoi? Parce qu'on a une valve qui est serrée, qui est rétrécie, donc quand elle doit être fermée, il n'y a aucun problème, donc durant la diastole, il n'y a aucun problème. Mais durant la systole, quand le ventricule gauche veut éjecter son sang
vers l'aorte, il va trouver un obstacle, c'est-à-dire un rétrécissement de la valve aortique. Faut savoir qu'en termes de fréquence, on a le RAO, donc c'est aujourd'hui la valvulopathie de l'adulte qui est la plus fréquente. Donc on a le RAO qui est la première qui est la plus fréquente et on a en deuxième lieu l'insuffisance mitrale. Pour les étiologies du rétrécissement aortique, il y a 3 étiologies à savoir. On a la congénitale, la bicuspidie aortique peut donner un rétrécissement aortique. On a le rétrécissement aortique du sujet âgé, c'est-à-dire c'est la fibrose, ce qu'on appelle la maladie de Monckeberg, et on a le rétrécissement aortique rhumatismal, le RAA toujours qui revient. C'est à partir de quel diamètre, de quelle surface valvulaire qu'on va parler d'un rétrécissement aortique. Donc c'est quand que la valve aortique va être rétrécie au point de former un obstacle à l'éjection du sang entre le ventricule gauche et l'aorte durant la systole. C'est dès que la surface valvulaire est inférieure ou égale à 1 cm². Donc on va parler d'une insuffisance, d'un rétrécissement aortique si la surface valvulaire est inférieure ou égale à 1 cm². Faut savoir que le rétrécissement aortique est fréquemment asymptomatique. Donc à l'interrogatoire, faut rechercher donc les 3 signes donc qui vont donc donner l'acronyme SAD. SAD, c'est-à-dire SAD, c'est pour la syncope d'effort. Le A, c'est longueur d'effort et le D, c'est la dyspnée d'effort. Donc, il faudrait juste retenir SAD. Syncope, dyspnée, syncope, angor, dyspnée. Syncope, angor, dyspnée et tous d'effort. D'effort, d'effort, d'effort. Syncope d'effort, angor d'effort, dyspnée d'effort. Pour les symptômes, on a dit, on pourrait avoir la dyspnée, la syncope, l'angine, l'angor, voilà. Pour l'auscultation, comme je vous ai dit, toujours le souffle est à apprendre. Donc le souffle du rétrécissement aortique, on aura un souffle qui est mésosystolique, c'est-à-dire au milieu de la systole, qui va débuter après le B1 et se terminer avant le B2. C'est ce qu'on appelle le mésosystolique, B1, B2. B1, c'est la fermeture des valves donc des valves auriculo-ventriculaires et le B2 c'est la fermeture des valves sigmoïdes. Donc le mésosystolique c'est entre le B1 et le B2. Ok. Et puis on aura le souffle, donc dans ce cas c'est le contraire de l'insuffisance aortique, on l'a dit, il est doux, aspiratif, ici il est intense, il est rude. Maximum au deuxième espace intercostal, le foyer aortique, c'est comme dans l'insuffisance aortique, il irradie préférentiellement vers les vaisseaux du cou et au bord gauche du sternum, comme dans l'insuffisance aortique, le bord gauche du sternum. Et donc c'est tout ce que vous devez savoir. À l'ECG, vous pouvez avoir donc une hypertrophie du ventricule gauche, des inversions des ondes T, vu qu'il y aura des troubles de la repolarisation. Et vous pouvez avoir aussi donc des BAV, des blocs de branche gauche, bref. L'examen clé, c'est toujours l'écho Doppler. C'est l'examen clé, toujours. Voilà. Il va vous donner la FEVG, etc. Pour les complications, vous pouvez avoir des emboles, des BAV, des blocs auriculo-ventriculaires, des insuffisances cardiaques, greffe oscillarienne, l'endocardite infectieuse, des troubles du rythme, la CFA, donc maintenant appelée la FA, la fibrillation auriculaire, etc. Ok, donc pour le traitement, il n'y a pas de traitement médicament curatif, donc le traitement c'est juste le traitement des symptômes. Le traitement est avant tout chirurgical. Ok. Donc, tout rétrécissement calcifié, calcifié, symptomatique, doit faire discuter l'indication opératoire. Déjà, c'est quand qu'on dit que le RAO est serré. Ok, donc je vais vous donner 3 informations qui sont importantes. Donc, les indications quantitatives que le RAO est serré. Donc, les 3 indications quantitatives que le RAO est serré, vous avez quand donc, la surface aortique est inférieure ou égale à 1 cm², on va parler d'un RAO serré, ou bien si vous voulez une autre unité, on va parler d'un inférieur ou égal à 0,6 cm² par mètre carré surface
corporel. Ce que vous devez retenir, c'est la surface aortique inférieure ou égale à 1 cm². Quand vous aurez la vitesse maximale aortique, la Vmax aortique supérieure ou égale à 4 mètres par seconde, et un gradient moyen ventricule gauche aorte supérieur ou égal à 40 mm Hg. Ça tombe toujours dans les QCM, les trois indications quantitatives du RAO serré. Donc pour la chirurgie, comme je vous ai dit, l'indication opératoire, c'est quoi? C'est un remplacement valvulaire sous circulation extracorporelle, donc sous CEC. C'est un remplacement de la. Là, on va vous parler d'un remplacement donc par chirurgie ou par TAVI. TAVI, c'est quoi? C'est un remplacement valvulaire aortique mais percutané, c'est-à-dire c'est interventionnel, c'est pas chirurgical. Donc dans ce cas-là, vous aurez donc pour la chirurgie des prothèses. Les prothèses peuvent être mécaniques ou bien, on va dire, biologiques. Pour la mécanique, c'est pour les inférieurs, les sujets âgés de moins de 70 ans. Donc, on va dire pour les sujets jeunes. Pourquoi? Car c'est à long terme, donc elle est censée rester longtemps. Mais l'inconvénient, c'est qu'il faut donner des AVK à vie, donc des antivitamines K à vie qui ont aussi leur effet secondaire. Donc AVK au long cours et là, il faut calculer l'INR entre 2 et 3. Pour la prothèse biologique, dans ce cas-là, c'est pour les sujets qui sont âgés supérieurs à 70 ans. Pourquoi? C'est pour éviter les AVK. Là, on ne va pas donner les AVK à vie, on ne va pas donner les AVK. Donc là, pourquoi on donne pour les sujets âgés? Déjà parce que les AVK sont lourds pour un sujet âgé et parce qu'ils n'ont pas vraiment une espérance de vie plus de 10 ans ou bien de 15 ans. Donc là, le risque de dégradation d'une prothèse biologique, c'est après une dizaine d'années. Donc là, le sujet âgé, c'est mieux pour lui une prothèse biologique qu'une prothèse mécanique. Donc prothèse mécanique, sujet jeune avec AVI, et prothèse biologique, c'est le sujet âgé pour éviter les AVK. On va parler du traitement AVK ou bien TAVI, etc. Là, je vais vous simplifier la tâche. Donc, vous avez un RAO. Un RAO, on va parler déjà du sévère, du serré. Ok. Déjà, on va voir ce qui est symptomatique. Si c'est oui, il est symptomatique. On va voir si la personne est inférieure à 75 ans ou bien si elle est supérieure à 75 ans. Si la personne est supérieure à 75 ans et que dans l'Euroscore, c'est un score qu'on va calculer, on va le trouver supérieur à 8%. Dans ce cas-là, on va faire le TAVI. Si la personne est inférieure à 75 ans et que l'Euroscore est inférieur à 4%, dans ce cas-là, on va faire la chirurgie, le SAVR, c'est la chirurgie. Entre les deux, le 75 ans, le supérieur à 75 ans et l'inférieur à 75 ans, donc pour tous les autres patients, ça dépend. On peut faire les deux. Puis, on va revenir. Si le patient, il n'est pas symptomatique, on va toujours voir la FEVG. Dans ce cas-là, on va avoir une FEVG inférieure à 50%. Ce n'est pas comme l'insuffisance aortique, où on a parlé d'une FEVG inférieure ou égale à 50%. Ici, on va parler d'une FEVG inférieure à 50%. Là, on va voir si elle est inférieure à 50%. Oui, elle est inférieure à 50%. On va faire quoi? Si elle est inférieure à 50%, on va faire une évaluation, une épreuve d'effort. Une épreuve d'effort. Déjà, on va voir ce qu'il est, on va voir ce qu'il est actif physiquement ou pas. On va faire une épreuve d'effort. Une épreuve d'effort, pourquoi? Pour démasquer les faux asymptomatiques. Si il est symptomatique déjà à l'épreuve d'effort, il est symptomatique. Oui, on va revenir au oui on va revenir comme s'il était symptomatique. On va voir si elle est inférieure à 75 ans, supérieure à 75 ans, TAVI ou bien chirurgie. Ou bien s'il est asymptomatique. Donc là, on va voir donc là, c'est non. On va voir, il est asymptomatique. Oh là là. Il est asymptomatique, on va voir. On va voir est-ce que il a vraiment un pronostic. Est-ce qu'il est. Donc, le pronostic est faible, le risque est faible.
Donc c'est mieux, c'est plus bénéfique pour lui de lui faire une chirurgie ou pas. On va voir, c'est cas par cas. On peut lui faire, sinon on va lui faire un traitement et on va le surveiller, le réévaluer dans les 6 mois à venir. Ok? Donc pour résumer l'affaire, vous avez un RAO serré. Vous voyez les symptômes. Est-ce qu'il est symptomatique ou pas? Oui, il est symptomatique. Vous voyez l'âge. S'il est supérieur à 75 ans, vous faites le TAVI. S'il est inférieur à 75 ans, vous faites la chirurgie. Entre les deux, on va voir. C'est cas par cas. Et puis, s'il est asymptomatique, on voit toujours la FEVG, inférieur à 50%. Je fais mon épreuve d'effort. S'il est symptomatique, je fais toujours TAVI ou bien chirurgie. S'il est asymptomatique, on va voir, c'est selon le pronostic et tout. Je vais éduquer le patient, je vais le revoir après 6 mois. C'est tout. Donc, pour faire simple, pour le rétrécissement aortique, vous devez retenir la FEVG inférieure à 50%. Vous devez retenir une RAO serrée et dite serrée quand la surface de l'orifice, donc on va dire non, la surface valvulaire, donc elle est inférieure ou égale à 1 cm², quand le gradient moyen de pression entre le ventricule gauche et l'aorte est supérieur ou égal à 40 mmHg de mercure, et quand on a la vitesse maximale aortique est supérieure ou égale à 4 mètres par seconde. On passe maintenant à l'insuffisance mitrale. C'est quoi l'insuffisance mitrale? Toujours notre fameux schéma. Donc, c'est une régurgitation du sang. De quoi? Donc, on a insuffisance mitrale. La valve mitrale qui est insuffisante. C'est quand qu'elle va être insuffisante? Elle va être insuffisante quand elle doit être fermée, mais qu'elle n'est pas fermée. C'est-à-dire, c'est durant la systole. Quand le sang va passer du ventricule gauche vers l'aorte, normalement, la valve mitrale devrait être fermée. Donc là, elle va être insuffisamment fermée. Donc, on aura une régurgitation du sang du ventricule gauche vers l'oreillette gauche. C'est le chemin en arrière, c'est-à-dire là, c'est la marche en arrière. Normalement, il va passer en avant, vers l'avant, donc vers l'aorte, mais là non, il va retourner un peu vers l'oreillette gauche par perte d'étanchéité de la valve mitrale, donc durant la systole. Voilà, donc c'est la deuxième valvulopathie la plus fréquente après le RAO, comme je vous ai dit. On a les insuffisances mitrales aiguës et les insuffisances mitrales chroniques. On a les insuffisances mitrales primitives et les insuffisances mitrales secondaires. Donc pour les insuffisances mitrales primitives, donc je vais vous citer donc on va dire primitive ou bien organique, c'est-à-dire le problème est au niveau de l'appareil valvulaire mitral, la valve mitrale, les piliers et les cordages. On va parler de quelques étiologies comme l'insuffisance mitrale rhumatismale, comme l'insuffisance mitrale dégénérative. On va parler de la maladie de Barlow qui va toucher les femmes jeunes de moins de 40 ans et la dégénérescence fibroélastique chez les sujets âgés. Et puis, vous avez après la rhumatismale et la dégénérative, c'est comme dans l'insuffisance aortique, vous aurez l'endocardite infectieuse, la rupture du pilier d'origine ischémique, et puis on aura aussi des insuffisances mitrales fonctionnelles ou bien secondaires, c'est-à-dire le problème, il n'est pas au niveau de l'appareil valvulaire mitral proprement dit, mais on est au niveau des anneaux, de l'intégrité ou autre. On va parler de cardiomyopathie, donc de pathologie cardiaque donc on va musculaire, donc myopathie dilatée ou bien de cardiopathie ischémique, tout ce qui est ischémique, ok. Donc vous pouvez avoir aussi quelques autres étiologies comme les IM, les insuffisances mitrales médicamenteuses ou bien congénitales, et aussi juste à titre d'information, vous pouvez avoir des insuffisances mitrales transitoires, c'est-à-dire juste elles sont dues à une ischémie des parois inférieures, mais qui régressent souvent par vascularisation du myocarde, ok. Pour la physiopathologie, donc on a dit insuffisance est égale surcharge volumétrique. Donc le volume, donc il va être surchargé, le ventricule gauche aura une dilatation. Mais il faut savoir que dans l'insuffisance mitrale, contrairement à l'insuffisance aortique, dans ce cas-là, vous n'aurez pas d'hypertrophie. Il n'y a pas d'hypertrophie parce que il n'y a pas de surcharge en pression. Il n'y a pas de surcharge en pression comme dans le cas des rétrécissements. Ok? Donc là, vous n'aurez pas une hypertrophie, vous aurez juste une dilatation du ventricule gauche. Ok. Et puis, donc, il y aura un VG qui est dilaté, qui est hypokinétique. Donc, surcharge volumétrique est égale dilatation de
de loger aussi, de l'oreillette gauche. L'oreillette gauche aussi, elle va être dilatée. Pourquoi? Parce qu'il y a du volume qui regurgite vers elle. Et puis donc on aura une augmentation de pression de remplissage. Les pressions pulmonaires vont augmenter et il pourrait y avoir un OAP, un œdème aigu du poumon. Ok, pour l'insuffisance mitrale aiguë, directement il y aura augmentation des pressions, il n'y a pas de dilatation, il n'y a pas d'adaptation, on aura l'OAP. Donc le VG n'a pas eu le temps de se dilater parce que c'est aigu. On pourrait avoir un état de choc cardiogénique. Ok. Pour les signes cliniques, le maître symptôme, c'est l'asthénie et la fatigabilité. On pourrait avoir de la dyspnée, des palpitations. Pour le souffle de l'insuffisance mitrale, c'est un souffle systolique, puisque le problème est au niveau de la systole. Donc, souffle systolique de régurgitation. Le siège est au niveau du foyer mitral qui est au niveau de l'apex, au niveau de la du 4e, 5e espace intercostal gauche. Les irradiations plus vers l'aisselle et le bord gauche du sternum en cas de prolapsus de la petite valve mitrale, PVM, le prolapsus de la valve mitrale. S'il y a un prolapsus de la valve mitrale, on aura une irradiation vers le bord gauche du sternum. Le timbre, il est doux, aspiratif, en jet de vapeur, comme dans l'insuffisance aortique. L'intensité, c'est selon la durée du souffle. C'est selon la durée du souffle. Et la durée, il est holosystolique, c'est-à-dire durant toute la systole. On aura aussi un choc de pointe qui est dévié en bas et à gauche. Donc, c'est une cardiomégalie. Voilà, donc c'est tout ce que vous devez savoir. On a toujours l'échocardio qui fait le diagnostic positif, qui donne le diagnostic de l'étiologie, de la sévérité, du rétrécissement, etc. Donc là, ce que vous devez savoir, c'est que l'échocardiographie va nous donner le diagnostic positif, elle va nous donner l'étiologie, et elle va nous donner la sévérité. Et c'est quand on va dire qu'une insuffisance mitrale est sévère, quand la surface de l'orifice régurgitant, c'est-à-dire le SOR, est supérieur ou égal à 40 mm², ou bien le volume régurgitant, il est supérieur ou égal à 60 ml. Ok? Voilà. Et puis, pour le traitement, dans ce cas-là, c'est toujours un remplacement de la valve mitrale qui peut se faire en percutané, c'est ce qui se fait le plus souvent maintenant, ou bien un traitement chirurgical. Et aussi, il faut traiter les symptômes en donnant des médicaments. Pourquoi on va réparer notre valve mitrale? C'est quoi les avantages? C'est pour avoir un meilleur pronostic per et post-opératoire, une meilleure fonction du ventricule gauche, pas de traitement anticoagulant à vie, donc c'est un avantage de réparer directement l'entrevalve mitrale, et il y aura moins de risque d'endocardite infectieuse si on répare l'entrevalve mitrale. Donc soit on va la réparer, ou bien on pourrait la remplacer. Donc le remplacement de la valve mitrale, soit par prothèse toujours, on a dit mécanique qui dure longtemps, anticoagulant à vie, ou bien par prothèse biologique qui dure moins longtemps, avec des anticoagulants pendant juste les 3 premiers mois. Donc, maintenant, concentrez-vous avec moi. On a la prise en charge d'une insuffisance mitrale primaire. Donc, il faut savoir déjà que c'est selon l'insuffisance mitrale, si elle est secondaire ou primaire, la prise en charge va être différente. On va parler plus de la primaire. Donc, pour la primaire, vous allez déjà voir si le patient est symptomatique ou pas. Si le patient est symptomatique, donc c'est une indication à faire la chirurgie. Donc, s'il est symptomatique et il a une FEVG supérieure à 30%, on va lui faire une chirurgie. Sinon, donc, on va voir avec le traitement médical. Si on lui donne le traitement médical et que, donc, il est réfractaire, c'est-à-dire, il y a toujours les signes, même si on lui a donné le traitement médical. On va lui faire une réparation durable. Et une réparation valvulaire durable. Donc, on va la réparer. Si il y a toujours des symptômes, donc on va lui faire un remplacement. Maintenant, sinon, donc si il n'est pas réfractaire au traitement médical, donc c'est bon. Il répond au traitement médical, on va lui donner le traitement médical. Maintenant, s'il n'est pas symptomatique, on va voir la FEVG. Si elle est inférieure à 60 ou égale à 60%,
Et on va voir aussi le diamètre télésystolique du ventricule gauche s'il est supérieur ou égal à 45 mm. Si c'était un oui, directement chirurgie. Si c'était un non, on va voir s'il y a une FA, une fibrillation, une fibrillation auriculaire récente ou bien des pressions artérielles donc pulmonaires systoliques qui sont élevées, supérieures à 50 mm/Hg. Donc, dans ce cas, si vous vous souvenez, je vous ai dit dans l'insuffisance aortique, les pressions artérielles pulmonaires sont conservées longtemps. Là, vous voyez que la pression artérielle donc pulmonaire peuvent être élevées. Donc là, dans ce cas, si c'était un oui, une FA, des pressions pulmonaires élevées, on va faire directement la chirurgie, même si la FEVG et tout est conservé. Sinon, donc, il y a une probabilité, on va voir selon la probabilité, si il y a de fortes chances qu'elle réussisse, si le risque chirurgical est faible et tout, on pourrait lui faire une chirurgie, sinon on va juste lui faire un suivi. Ok? Voilà, donc c'est facile. Donc ce que vous devez retenir, un patient symptomatique, souvent on lui fait un remplacement. Un patient asymptomatique, on va voir s'il a une dysfonction du VG, c'est-à-dire une VG inférieure ou égale à 60%, ou bien un diamètre télésystolique du ventricule gauche qui est supérieur ou égal à 45 mm. Voilà, ou bien des pressions artérielles pulmonaires qui sont supérieures à 50 mm/Hg, ou bien on va voir s'il a une FA, une fibrillation auriculaire. Voilà, donc dans ce cas aussi, c'est un remplacement valvulaire. Ok, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'une insuffisance mitrale est dite sévère si la surface de l'orifice régurgitant est supérieure ou égale à 20 mm² ou si le volume régurgitant est supérieur ou égal à 30 ml à 30 ml. Ok, ça c'est pour la secondaire. Pour l'insuffisance mitrale sévère primaire, si la surface de l'orifice régurgitant est supérieure ou égale à 40 mm² et où le volume régurgité est supérieur ou égal à 60 ml, donc ça diffère selon la primaire et la secondaire, vous devez retenir plus la primaire, et puis vous devez retenir quelques chiffres, comme la FEVG inférieure ou égale à 60%, le diamètre télésystolique du ventricule gauche supérieur ou égal à 40 mm, ou bien 45 mm, et vous devez aussi retenir les PAP, les pressions artérielles pulmonaires, si elles sont supérieures à 50 mm. On termine avec le rétrécissement mitral. Ce que vous devez savoir, tout ce qui est mitral, rétrécissement ou bien insuffisance mitrale, vous allez penser directement au cœur droit et non pas au cœur gauche. Pourquoi? Parce que ça va retentir sur le cœur droit. Parce que quand on parle d'une valve mitrale, c'est proche à l'oreillette gauche. Et l'oreillette gauche, elle va aller vers l'oreillette droite, puis vers les veines, l'artère pulmonaire, et puis ça peut donner un OAP et tout. Ok, donc c'est quoi le rétrécissement mitral? Le rétrécissement mitral, on va parler toujours, c'est une maladie du poumon en fait, c'est le cœur droit. IM, RM, c'est le cœur droit. Le ventricule gauche n'a rien à voir dans ce cas, ok? Voilà, donc faut savoir toujours que le rhumatisme articulaire aigu, c'est le plus, on va dire, le plus fréquent dans notre pays et tout. Là, on va parler plus d'un traitement par la commissurotomie mitrale percutanée, on va parler après. Mais bon, comment on va définir le RM? Le RM, on parle de sténose mitrale lorsque la surface mitrale est inférieure ou égale à 1,5 cm². Vous devez retenir ça. Sténose mitrale ou d'un rétrécissement mitral serré quand c'est inférieur, point inférieur à 1 cm². Ok? Là, je vais vous parler un peu de la physiopathologie. Si notre valve mitrale est rétrécie, c'est quand que ça va nous poser le problème. Elle est rétrécie, donc c'est quand elle doit être ouverte qu'il y a un problème. Elle doit être ouverte durant la diastole. Donc le rétrécissement mitral cause problème durant la diastole. Donc si elle est rétrécie, l'oreillette gauche va être en hypertension. Les tensions vont être augmentées. Donc ça va se retentir sur les veines pulmonaires, donc le poumon et les alvéoles. Les alvéoles au niveau du poumon, on a les alvéoles et les capillaires pulmonaires. On aura donc une hypertension artérielle pulmonaire. Il y aura un œdème interstitiel. Donc il y aura un œdème interstitiel. Et puis à l'effort, puis au repos, on aura un sub-OAP, puis un OAP, donc de la dyspnée, des palpitations, de la tachycardie, de l'orthopnée,
Tout ça va se retentir sur l'oreille droite, sur le ventricule droit qui va se dilater. C'est le ventricule droit qui va se dilater et non pas le ventricule gauche. On a dit il n'a rien à voir dans ce cas. Et donc dans ce cas-là, ça va se retentir sur le cœur droit. Et puis ça peut donner même une insuffisance tricuspidienne. Et puis une insuffisance tricuspidienne, une insuffisance de la tricuspide et un rétrécissement de la mitrale. C'est que le patient a déjà un pied dans la tombe. Voilà, donc c'est tout ce que vous devez savoir. Donc ça touche donc plus déjà les femmes, c'est 3 femmes pour un seul homme. Euh, Généralement, le rétrécissement mitral est trop donc découvert durant la grossesse, d'ailleurs chez la femme. Voilà, c'est tout ce que vous devez savoir. On aura des signes cardiaques, comme on a dit, de décompensation. De la palpitation, des tachycardies, des dyspnées, de l'asthénie, surtout c'est ça, des troubles du rythme. Bon, oui. Et puis pour l'auscultation, pour les signes, quels sont les signes auscultatoires du rétrécissement mitral? On aura donc la triade de Durosier. La triade de Durosier, vous aurez l'éclat du premier bruit B1. Pourquoi pas par la fermeture de la valve mitrale. On aura le claquement d'ouverture de la mitrale et le roulement diastolique. Ça, c'est la triade de Durosier. Claquement du premier bruit B1, éclat du premier bruit B1, COM, claquement d'ouverture de la mitrale et un roulement diastolique. Vous pouvez avoir aussi des signes qui vont s'ajouter s'il y a des anomalies secondaires à l'hypertension artérielle pulmonaire, comme le claquement du bruit B2 au foyer pulmonaire et une insuffisance tricuspidienne, comme je vous ai dit, si on a un souffle systolique au foyer xiphoïdien. Okay, il y a deux trucs qui peuvent être secondaires à l'HTAP, comme le claquement du B2 et le souffle systolique. Voilà, maintenant on va voir la prise en charge. Pour la prise en charge du RM, de notre rétrécissement mitral, vous avez un RM serré. Serré, c'est-à-dire inférieur à 1 cm². Vous allez voir les symptômes. S'il est symptomatique, oui, on va faire une commissurotomie mitrale. Pas de valve mécanique, pas d'ouverture de thorax, pas d'anesthésie générale. C'est donc, on va dire, c'est percutané, c'est interventionnel. C'est la commissurotomie mitrale percutanée. C'est juste le fait de dilater la valve mitrale. Et puis, on a, s'il n'est pas symptomatique, on va voir s'il est à haut risque embolique, à haut risque de faire des emboles. Si c'est un non, d'abord si c'est un oui, s'il est à haut risque de faire des emboles, on va faire la commissurotomie percutanée, la CMP. Sinon, s'il n'est pas au risque d'embole, on va faire une épreuve d'effort pour démasquer les faux asymptomatiques. Si c'est un oui, il est symptomatique, il va faire une PMC. Sinon, donc, on va le suivre, on va le surveiller. OK? Très bien. Maintenant, on va voir les contre-indications à la commissurotomie mitrale percutanée, qui est une question d'examen à chaque coup. Vous devez les savoir, on va rajouter une qui est valable pour tous les examens, toutes les chirurgies et tout. C'est l'absence du consentement éclairé du malade. Donc, en premier lieu, c'est l'absence du consentement éclairé du malade. Deuxième lieu, si vous avez une surface mitrale qui est supérieure à 1,5 cm², donc c'est en dehors de la définition du rétrécissement mitral qu'on a dit qui est défini si la surface aortique est inférieure ou égale à 1,5 cm², 1,5 cm² est inclus. Donc là, si c'est supérieur, on ne va pas faire la commissurotomie mitrale percutanée. Si on a un thrombus atrial gauche, donc ça risque de faire migrer le thrombus et tout, donc on va pas la faire. Si on a une insuffisance mitrale modérée, ou bien on va l'appeler plus que légère, donc qui est associée, ou bien si on a donc des calcifications sévères ou bicommissurales, ça c'est la quatrième. La cinquième, donc si vous avez, donc on a dit le consentement éclairé du malade, l'absence du consentement éclairé du malade, c'est la 1. La surface mitrale, c'est la 2. Thrombus atrial, c'est 3. Insuffisance mitrale plus que légère, c'est la 4. Les calcifications, c'est la 5. L'absence de fusion commissurale, c'est la 6e. La 7e, c'est l'atteinte valvulaire. Oh là là. Désolé. C'est la 7e. On a dit c'est l'atteinte valvulaire aortique sévère ou bien un rétrécissement tricuspidien et insuffisance tricuspidienne sévère associée nécessitant une intervention chirurgicale. Donc
l'atteinte valvulaire, soit au niveau de l'aorte, soit au niveau de la tricuspide, qui nécessite déjà une chirurgie. Et on a la dernière qui est la 7e. Donc non, c'est la 8e. Vous avez 8 contre-indications de la commissurotomie mitrale percutanée. Et la dernière, la 8e, c'est la coronaropathie concomitante nécessitant un ou des pontages coronaires. Donc si vous avez des coronaropathies, des valvulopathies associées, une fusion commissurale qui est absente, des calcifications sévères ou bicommissurales, insuffisance mitrale plus que légère, thrombus atrial gauche et surface mitrale supérieure à 1,5 cm². Maintenant, on va voir nos QCM. Donc, on va commencer avec les QCM. On commence par le premier, physiopathologie du rétrécissement mitral. Vous avez gradient holosystolique OGVG. Déjà, le problème dans le rétrécissement mitral, il va se voir au cours de la diastole, car la valve mitrale elle est rétrécie, donc elle ne s'ouvre pas bien durant la diastole, donc on ne va pas parler du tout de la systole, donc c'est faux. Augmentation de la pression intra-OG, je vous ai dit oui, ça c'est très juste. Diminution de la pression des capillaires pulmonaires, c'est faux. Il y aura une augmentation des pressions des capillaires pulmonaires vu que je vous ai dit RMIM, pensez toujours au cœur droit. La dilatation du VG, non, c'est la dilatation du VD, donc toujours cœur droit, donc c'est faux. FEVG normal, oui, elle est conservée, il n'y a aucune relation avec le ventricule gauche ni avec le cœur gauche. Donc ce qui est juste dans ce QCM, c'est la B. C'est la B et la E. Les contre-indications à la commissurotomie percutanée. Vous avez thrombose dans l'OG, c'est vrai. IM minime, c'est vrai. Présence de fusion commissurale, non, c'est l'absence de fusion commissurale. Calcification bicommissurale, c'est juste. Et surface mitrale inférieure à 1,5 cm², c'est plutôt supérieur à 1,5 cm². Et je vous dis toujours, mettez pause à la vidéo et essayez de répondre vous-même, par vous-même à ces questions et puis voyez cette correction. Pour les prothèses, troisième QCM, les prothèses mécaniques sont durables, oui. Les prothèses biologiques dégénèrent au bout de 10 à 15 ans, c'est vrai. Les prothèses biologiques nécessitent un traitement avec à vie, non. Pendant juste les 3 premiers mois, c'est plutôt les prothèses mécaniques qui nécessitent un traitement avec à vie. Le choix d'une prothèse mécanique si l'âge est inférieur à 70 ans, c'est-à-dire pour les personnes jeunes, vu qu'elles ont une espérance de vie plus longue et elles peuvent supporter les AVK, et le choix d'une prothèse biologique si l'âge est plutôt supérieur à 65 ans, voire supérieur à 70 ans. Donc, dans ce cas-là, les deux sont inversés. Et puis, on a les indications opératoires de l'insuffisance mitrale. L'insuffisance mitrale. L'insuffisance mitrale. Donc, vous devez toujours écrivez les numéros que je vous ai dit de retenir sur une feuille. Comme ça, les QCM vont être faciles, très faciles pour vous. Donc, on a une IM modérée symptomatique. Je vous le dis, l'IM, si elle est symptomatique, on pourrait l'opérer. Donc là, je coche. L'IM importante, déjà, asymptomatique, mais FEVG inférieur à 50%. N'oubliez pas ici qu'on vous a dit les indications. Et dans les indications opératoires de l'insuffisance mitrale, on parle d'une FEVG inférieure ou égale à 60%. Donc là, il y a une grande marge qui est, on va dire, qui est mise à part, qui est mise de côté. Or que dans les indications opératoires, c'est vrai que la FEVG inférieure à 50%, je vais opérer, mais dans les indications, c'est FEVG inférieur ou égal à 60%. Troisièmement, insuffisance mitrale importante, asymptomatique avec des pressions artérielles pulmonaires supérieures à 50 mm/Hg. C'est directement selon les indications, c'est juste. IM importante avec diamètre télédiastolique du VG qui est supérieur à 45 cm. Donc là, centimètre, c'est très abusé. Et là, on nous a parlé plus, on nous a pas parlé des télédiastoliques, on nous a parlé plutôt du diamètre télésystolique du ventricule gauche qui va être supérieur ou égal à 45 mm. Okay, donc c'est totalement faux. L'insuffisance mitrale importante, asymptomatique avec passage en FA. On a dit que s'il y a un passage en fibrillation auriculaire, bien évidemment, on va, c'est une indication opératoire à l'IM. Donc là, ce qui est juste, c'est la A, la C et la E. Les signes cliniques de l'insuffisance aortique. L'insuffisance aortique, c'est le premier cours de ce chapitre. Donc l'insuffisance aortique, c'est un souffle diastolique. On a dit que déjà, si vous avez une insuffisance aortique, c'est-à-dire elle est insuffisamment fermée.
Et c'est quand que la valve aortique devrait être fermée, c'est durant la diastole. Donc oui, on aura un souffle qui est diastolique, c'est juste. Le pincement de la différentielle tensionnelle, c'est plutôt des signes d'insuffisance aortique importante, massive, sévère. Ce n'est pas juste insuffisance aortique, donc je coche pas. Une hyperpulsatilité artérielle, oui, c'est un signe clinique de IAO, mais qui est serré, sévère, massive. Dyspnée d'effort, oui, je coche. Et une cyanose, non. La cyanose, c'est tout ce qui est cœur droit. Donc là, on va pas cocher. Donc ce qui est juste dans ce cas-là, c'est la A et la D. Les étiologies les plus fréquentes dans le rétrécissement aortique, je vous ai déjà dit, c'est le RAA dans les pays en voie de développement, bicuspidie aortique qui touche 1% de la population qui est congénitale et la dégénérative qui est plus fréquente donc dans les pays occidentaux développés. Donc c'est la ABC qui sont juste la radique non, l'endocardiite infectieuse non. Celles-ci elles ne sont pas fréquentes. Les indications chirurgicales de l'insuffisance aortique. Donc, insuffisance aortique, on est toujours dans le premier cours. Donc, si elle est sévère en même temps symptomatique, j'opère directement, bien sûr. Si elle est modérée, je n'opère pas. Si elle est sévère asymptomatique avec une FEVG inférieure ou égale à 55%, c'est faux. Les indications, c'est la FEVG inférieure ou égale à 50%. Donc là, il y a une marge qui est aussi mise de côté. Donc, qui est prise en considération, or qu'elle ne devrait pas être prise en considération. Ils ont pris 55%, or que la vraie valeur c'est FEVG inférieur ou égal à 50%. Sévère asymptomatique avec de diamètre télédiastolique du VG qui est supérieur à 70 mm, c'est totalement juste, je coche. Et sévère asymptomatique avec un anévrisme important, aussi là, on va opérer. Donc ce qui est juste dans ce QCM, c'est la A, la D et la E. Les indications chirurgicales du rétrécissement aortique, donc là ce n'est pas dans l'insuffisance, c'est dans le rétrécissement. Donc on a dit si c'est serré et c'est symptomatique, oui. Si c'est serré symptomatique après une épreuve d'effort, oui. Si c'est serré asymptomatique avec l'FEVG qui est inférieur à 50%, donc une FEVG donc inférieure à 50%, c'est serré asymptomatique. Il faut d'abord faire une épreuve d'effort pour voir si ça répond ou pas, car si c'est asymptomatique, même si on a une FEVG inférieure à 50%, on pourrait ne pas opérer. Et puis on a serré asymptomatique avec juste de la pression artérielle à l'épreuve d'effort, là oui, et modéré asymptomatique, non, elle doit être sévère. Donc dans le RAO, ce que je vais cocher, c'est la A, c'est la B, c'est la D aussi qui est juste. On continue avec les QCM. On vous dit, choisissez la réponse fausse, le souffle d'insuffisance aortique. C'est un souffle systolique. On a dit donc c'est une insuffisance aortique. Donc quand on va dire la valve aortique est insuffisante, elle ne se ferme pas suffisamment. C'est quand qu'elle devrait être fermée, c'est durant la diastole. Donc le IAO, c'est pas un souffle systolique, c'est un souffle diastolique. Maximum au foyer aortique, c'est juste. De timbre doux, humé, aspiratif, c'est juste. Irradiant le long du bord gauche du sternum, c'est juste. Exacerbé par la position penchée en avant et en expiration forcée, c'est juste. Donc la seule réponse qui est fausse, c'est un souffle systolique, c'est plutôt un souffle diastolique. Donc les signes de l'IAO importantes. Le claquement mésosystolique, c'est vrai, oui. Roulement de flinte au foyer mitral, oui. Gallo-protodiastolique P3, c'est vrai. Hyperpulsatilité artérielle, oui. Pincement de différentiel, oui. Tout est juste. Contre-indication à la dilatation mitrale percutanée. IM importante, c'est faux. C'est une IM soit modérée ou bien plus que minime. Donc là, elle est fausse. Autre valvulopathie au stade opératoire, c'est juste. Absence de fusion commissurale, c'est juste. Refus du patient, c'est juste. Grossesse de 24 semaines d'aménorrhée, non. La grossesse, ce n'est pas une contre-indication à la donc commissurotomie mitrale percutanée. C'est pas une contre-indication, au contraire. Les signes, c'est une indication. Les signes de l'échocardiogramme, donc de l'échocardiographie transthoracique, donc de l'ETT, d'IM importante, de l'insuffisance mitrale importante. Donc, comme je vous ai dit, je vais donc déjà les remémorer. C'est une surface de l'orifice regurgitant supérieur à 40 ou bien supérieur ou égal à 40 mm² et un volume de régurgitation supérieur ou égal à 60 ml. Donc, là, vous allez voir directement surface de régurgitation supérieure à 40, je coche. Et volume de régurgitation supérieur à 60 ml, je coche. Donc, c'est celles-là qui sont juste là. 40 et 50, c'est faux. Et puis, on vous dit les valeurs diffèrent selon le caractère primitif ou secondaire de l'IM, c'est vrai. Donc, je la coche.
RM est serré lorsque, comme on a dit, lorsque la surface mitrale est inférieure à 1 cm², c'est le serré. On a dit la surface mitrale, la sténose mitrale est définie dès que la surface est inférieure ou égale à 1,5 cm² et il est dit serré quand c'est inférieur à 1 cm². Voilà, donc vous avez déjà eu un QCM juste en sachant la surface mitrale. Parmi les étiologies de l'insuffisance aortique chronique, donc chronique, c'est la maladie dégénérative dystrophique, c'est juste, la congénitale, c'est juste, l'endocardite infectieuse, c'est plutôt dans l'aigu, l'aortite, c'est l'inflammation, on va dire c'est plutôt dans l'aigu, et dissection aortique, c'est aigu. Un rétrécissement aortique est serré, donc là, c'est les 3 indications quantitatives du rétrécissement aortique que je vous ai dit de retenir. C'est lorsque la surface aortique est inférieure à 1 cm², c'est juste, je la coche. Un gradient VG aorte supérieur à 40 mm Hg, c'est vrai, je la coche. Et une Vmax supérieure à 4 mètres par seconde, je la coche. Après, c'est vrai que on va parler plus d'un gradient VG aorte supérieur ou égal à 40 mm Hg et une Vmax supérieure ou égale à 4 mètres par seconde, mais ils sont déjà inclus et ce n'est pas des indications, ils n'ont pas écrit indication et c'est inclus, donc je coche la A, la C et la D. Là, on va finir avec ces 2 QCM là. Donc, vous avez les critères d'une faveur, donc ou bien en faveur d'une IAO importante. Le pool paradoxal de Cosmol, c'est faux, c'est de Cosmol, c'est pas du tout dit. Le pistol shot souffle éjectionnel mésosystolique, oui, c'est vrai. Donc, la B est juste. Le roulement de flintophoïde mitral, c'est juste. Élargissement de la pression artérielle différentielle, c'est juste. Et le signe de Musset au niveau de la tête, ou bien signe de Musset, c'est juste. Donc BCDE, c'est juste. Et le dernier QCM, c'est les caractéristiques du souffle d'une insuffisance mitrale. C'est un souffle holosystolique. Je vous rappelle que l'insuffisance mitrale, on va dire qu'une valve mitrale est insuffisante quand elle ne se ferme pas lorsqu'elle devrait se fermer. C'est quand elle se ferme une valve mitrale, c'est durant la systole. Donc c'est vrai, c'est un souffle holosystolique, c'est un souffle en jet de vapeur, oui. C'est un souffle rude et râpeux, non, c'est faux. Il irradie vers l'aisselle en cas de restriction du prolapsus de la valve mitrale, oui. Donc, on va dire il irradie le long du bord gauche du sternum. En cas de prolapsus de la valve mitrale, oui, il y a les irradiations vers les selles du bord gauche du sternum en cas de PVM. En cas de prolapsus de la valve mitrale, donc, ce qu'on va cocher, c'est la A, la B, la D et la E, tout simplement. Et je vous remercie pour votre attention.